Amani Coffee, fondateur de Coffee Fashion Group, était plongé dans ses rapports de vente, les yeux fixés sur les chiffres qui s'accumulaient à l'écran. Il était méticuleux, brillant, reconnu dans tout Lagos pour avoir bâti un empire de la mode à partir de rien. Son téléphone vibra. Il jeta un regard rapide. École de Joël. Un frisson le parcourut. Pourquoi l'école de sa fille l'appellerait-elle en pleine matinée? Il décrocha. Monsieur Coffee. Votre femme, elle a été renversée par un bus juste devant l'école. C'est grave. Elle a été emmenée d'urgence à la clinique Saint-Monifa. Le souffle d'Amani se coupa net. Ses mains tremblèrent. Il balbutia. Merci, j'arrive. Sans dire un mot à sa secrétaire, il bondit de son siège, ses clés en main. Le monde autour de lui semblait flou. Les klaxons, les cris de la rue, il n'entendait plus rien. Son cœur tambourinait comme un tambour de guerre. Amani entra en trombe, les yeux écarquillés, fou de peur. « Ma femme, où est-elle » Une infirmière répondit doucement. « Elle a été admise il y a 1 heure. Les médecins sont encore sur elle. Veuillez patienter ici. » Il s'effondra sur une chaise en plastique, les mains tremblantes. Son esprit était en vrac. Son épouse, sa femme, Nalia, la femme de sa vie, allait-elle mourir? Quelques minutes plus tard, ses 2 filles arrivèrent en courant. Joël, 12 ans, les yeux rouges de larmes, tenait sa petite sœur Maya, 7 ans. Amani les serra contre lui, son cœur saignait à la vue de leurs visages bouleversés. « C'est bon mes chéris. Papa est là. Maman va s'en sortir. » Il appela sa sœur, qui vint chercher les filles pour les ramener à la maison. Puis il attendit, pendant des heures, jusqu'à ce qu'un médecin apparaisse enfin. « Monsieur Amani Coffee. » Il se leva brusquement. « Oui, c'est moi. Comment va ma femme? Elle est vivante ?» Le médecin soupira longuement. « Elle l'est, mais elle a subi de graves lésions. Sa colonne vertébrale est touchée. Les 2 jambes fracturées. Elle aura besoin de plusieurs opérations et d'une thérapie intensive. » Amani se figea. Son cœur se brisa en silence. « Puis-je la voir ?» Elle ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait embrassée le matin même. Son visage était pâle. Ses bras immobiles. Elle était là, mais absente. Il s'assit à ses côtés, lui prit la main. « Je suis là, Nalia. Tu vas t'en sortir. On va traverser ça ensemble. » Nalia subit 3 opérations. Amani fut son pilier. Il la nourrissait, la lavait, la portait dans son fauteuil, la coiffait, l'installait pour dormir. Il mit sa carrière entre parenthèses. Il dormait sur le canapé, près d'elle. Chaque jour était un combat. Pour elle, pour lui, pour leur fille. Mais l'épuisement s'installait, comme une ombre lente et silencieuse. Il pensa à engager une aide. Mais un souvenir amer le hantait. 3 ans plus tôt, ils avaient engagé Amara, une jeune nounou. Douce, efficace, au début. Mais après quelques mois, ils découvrirent l'horreur. Elle volait de l'argent. Elle criait sur les enfants. Et surtout, elle avait touché Joël de manière inappropriée. Cette trahison laissa une blessure profonde. Surtout chez Nalia, qui s'en voulut d'avoir fait confiance. Depuis, plus jamais d'étrangère à la maison. Amani assurait tout. Chaque repas, chaque bain, chaque besoin. Mais cela l'écrasait. Il ne le disait pas. Il ne s'en plaignait pas. Mais il s'éteignait à petit feu. Et Nalia, elle aussi s'éteignait. Betty, la meilleure amie de Nalia depuis l'université, était rentrée de voyage. Elle arriva comme une bouffée d'air frais. « Oh mon Dieu, Nalia. Je suis là maintenant. Tu es forte. Tu vas t'en sortir. » Elle apportait des repas, des fruits, aidait avec les enfants. Elle nettoyait la chambre, lavait Nalia avec douceur. Au début, Amani était reconnaissant. Mais il commença à remarquer autre chose. La façon dont elle le regardait. Sa main qui traînait un peu trop sur la sienne. Son sourire, trop doux, trop insistant. Un samedi, elle dit en lavant la vaisselle. « Tu fais tant pour elle. Tu es un homme exceptionnel. » Amani soupira. « Je ne sais même plus qui je suis. » Betty le regarda intensément. « Tu es humain. Et tu as le droit d'être fatigué. » Cette nuit-là, il dormit dans la chambre d'Ami. Ce soir-là, quelque chose bascula en lui. Un point de non-retour. Et pour Nalia, le début d'un autre cauchemar. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre, caressant le visage de Nalia qui dormait, affaiblie mais paisible. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa dernière chirurgie, et bien qu'elle fût sortie de l'hôpital, la réalité qui l'attendait à la maison était bien plus rude que l'odeur froide de la clinique. Dans cette chambre transformée au rez-de-chaussée, entre les murs couverts de photos d'un passé heureux, Nalia vivait une autre guerre, celle contre sa propre faiblesse, contre la dépendance, contre l'érosion silencieuse de l'amour. Amani, son mari,
était devenu son pilier. Du moins, au début. Chaque matin, il se levait plus tôt pour préparer les filles, cuisiner un petit déjeuner tiède, l'aider à se laver, à s'asseoir, à avaler ses médicaments. Il ne se plaignait pas, mais ses yeux, eux, trahissaient sa fatigue. Amani, autrefois flamboyant, toujours vêtu élégamment, passait désormais ses journées en t-shirt froissé et pantalon de maison, l'oreille pendue aux appels de l'entreprise et la main toujours tendue vers les tâches ménagères. Au fil des semaines, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas violent. C'était subtil. Presque imperceptible. Le soir, Amani rentrait plus tard. Quand Nalia l'appelait la nuit, il mettait plus de temps à répondre, parfois feignant le sommeil. Et surtout, ses yeux ne la voyaient plus vraiment. Un jeudi après-midi, alors qu'elle essayait de soulever seule sa jambe dans le lit, une douleur aiguë lui transperça la hanche. Elle cria. Amani accourut depuis le salon, affolé. « Pourquoi tu n'as pas appelé ?» demanda-t-il, visiblement contrarié. « Parce que tu ne réponds plus. » Cette phrase résonna dans la pièce comme une gifle silencieuse. Amani détourna le regard, la gorge nouée. Il s'accroupit lentement et caressa la jambe endolorie de Nalia. Mais il ne dit rien. Ni excuse, ni promesse. Le lendemain, il sortit tôt, prétextant une réunion au bureau. Il ne rentra qu'après minuit. Pendant ce temps, la meilleure amie de Nalia, Betty, devenait omniprésente. Elle venait chaque jour, apportant des plats faits maison, des douceurs pour les enfants, et un calme chaleureux dans la maison. Elle lavait, balayait, aidait Nalia à se changer, à faire ses exercices de physiothérapie. Au début, Nalia était reconnaissante. Betty était comme une sœur. Mais bientôt, elle remarqua des regards furtifs. Des sourires silencieux échangés entre Betty et Amani. Une tension dans l'air quand ils étaient dans la même pièce. Une complicité qui allait au-delà de l'amitié. Elle ne dit rien. Elle observa. Jusqu'au jour où elle les surprit, un samedi soir, dans la cuisine. Nalia était descendue silencieusement de son lit pour aller boire de l'eau. Elle avait avancé avec ses béquilles jusqu'au couloir, quand elle entendit la voix douce de Betty. « Tu n'as pas à tout porter seule, Amani. Tu as fait bien plus que n'importe quel homme. Tu es humain. » Puis un silence. Et le bruit d'un frôlement. Comme un baiser. Nalia resta figée. Son cœur se fissura, une seconde fois. Ce soir-là, elle pleura dans l'obscurité sans faire de bruit. Les jours suivants furent de plus en plus froids. Amani parlait peu. Il passait de longues heures au bureau, prétendant être débordé. Nalia, quant à elle, sentait sa force l'abandonner. Loin d'elle l'envie de lutter. Elle regardait par la fenêtre pendant des heures, se remémorant le temps où son mari la regardait comme un trésor. Où ses filles riaient dans ses bras, où elle pouvait courir, danser. Elle n'avait que 39 ans, mais elle avait l'impression d'en avoir 60. Une nuit, alors que la maison dormait, elle se tourna vers Amani dans le lit et murmura « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'un ton étouffé « Bien sûr que oui. » Mais même Nalia pouvait entendre le mensonge. Les jours devinrent des semaines. Nalia perdit l'appétit. La lumière dans ses yeux s'éteignait peu à peu. Elle parlait de moins en moins. Même Jeannette et Joanne, ses deux filles, ne parvenaient plus à la faire sourire. Amani, de son côté, sombrait dans le silence. Il était souvent avec Betty, mais officiellement, ce n'était que de l'aide. Une amie qui soutenait la famille. Mais leurs regards, leur silence complice, leurs éclats de rires étouffés en disaient long. Un soir, alors que Nalia dormait, Amani sortit de la maison, monta dans sa voiture et roula sans but. Il s'arrêta sur une colline qui surplombait la ville. Il regarda les lumières briller au loin, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis en train de la trahir », murmura-t-il. Mais il n'arriva pas à revenir en arrière. Puis, sans prévenir, le coup final arriva. Un matin, Nalia se réveilla dans une maison vide. Pas de bruit, pas de mouvement. Elle appela Amani. Pas de réponse. Puis elle vit la note, posée sur la table du salon. « Je suis désolée, Nalia. Je ne peux plus faire semblant. Je pars avec Betty. Je te souhaite de guérir et de trouver la paix. L'entreprise est vendue. J'espère qu'un jour, tu comprendras. » La feuille trembla dans ses mains. Elle hurla. Un cri animal. Brut. Un cri qui arracha le silence de la maison. Ses filles accoururent depuis leur chambre, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mais elle ne répondit pas. Elle s'effondra. Ses filles, en pleurs, l'entourèrent de leurs bras, impuissantes. Cette nuit-là, après avoir réussi à calmer leurs pleurs, Nalia saisit son téléphone. Elle appela sa sœur, Chioma, au Canada. Entre deux sanglots, elle raconta tout, l'accident, la souffrance, la trahison, l'abandon. Chioma écouta, sans parler. Puis sa voix,
ferme, brisa le silence. « Tiens bon, Nalia. Tu n'es pas seule. Je vais tout arranger. Je te le promets. » Le lendemain, Chioma envoya une infirmière spécialisée du nom de Rémi pour assister Nalia au quotidien. Elle embaucha aussi une cuisinière à domicile, Madame Dorca, une vieille femme douce qui venait chaque jour cuisiner, nettoyer et prendre soin des filles. Pour la première fois depuis longtemps, la maison retrouva un peu de chaleur. Mais l'âme de Nalia, elle, restait glacée. Elle refusait de manger, restait figée, parlait à peine. Jusqu'au jour où, alors que l'infirmière Rémi prenait sa tension, Nalia murmura « Peut-être que j'aurais dû mourir ce jour-là. » Et elle s'évanouit. L'hôpital fut un autre monde. Les machines rythmaient son souffle. Un homme se tenait là, grand, élégant, le regard profond. Il s'appelait Grégory Aubinu. Il l'avait entendu plairer, hurler, et il avait été bouleversé. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Nalia le fixa, surprise. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez pas. Parce que je sais ce que c'est que de tout perdre. Et j'aimerais vous aider à vous relever. » Elle hocha doucement la tête. Un accord silencieux. Grégory prit tout en main. Il la fit transférer dans une aile privée, paya ses frais médicaux, fit venir sa sœur. Et surtout, il la regardait. Vraiment. Pas comme une femme brisée, mais comme une femme forte, en reconstruction. Et pour la première fois, Nalia sentit son cœur battre à nouveau. Le soleil brillait haut dans le ciel d'Abidjan ce matin-là, mais dans la chambre d'hôpital privé, le vrai rayon de lumière venait de Nalia. Elle s'était assise seule, le dos droit, les jambes croisées, observant calmement la ville à travers la baie vitrée. Ses bras étaient plus fins, son visage marqué par la souffrance, mais ses yeux, ils brûlaient d'un éclat nouveau. Un éclat de renaissance. Cela faisait 6 semaines que Grégory Aubinu avait croisé sa route. Et en 6 semaines, Nalia avait revécu. Chaque jour, Grégory lui rendait visite, apportant avec lui des livres inspirants, des musiques de jazz douce ou simplement un silence apaisant. Il ne lui posait pas de questions sur le passé. Il l'écoutait quand elle voulait parler, la poussait doucement à faire ses exercices, à manger, à écrire. Oui, écrire. Car un jour, Nalia lui avait confié qu'avant d'être mère, épouse, chef d'entreprise, elle rêvait d'être écrivaine. Alors écris, lui avait dit Grégory en déposant un carnet de cuir vierge sur sa table. Et elle avait commencé. D'abord timidement, puis comme une rivière en crue. Chaque mot coulé était une douleur purgée. Chaque page tournée, une force retrouvée. À la fin du 2e mois, elle quitta l'hôpital sur ses 2 jambes. Appuyée sur une canne, certes, mais debout, digne, vivante. Grégory la conduisit jusqu'à une maison paisible à Cocody, que sa sœur Chioma avait louée pour elle. Une résidence discrète, entourée d'arbres et de chants d'oiseaux. Là, entourée de ses filles et d'un personnel bienveillant, Nalia entama sa reconstruction. Elle créa une routine stricte, réveil à 6 heures, méditation, lecture, exercice de kiné, écriture de son livre, puis temps en famille. Ses journées n'étaient plus remplies de douleur, mais de discipline. Elle n'était plus la femme dépendante que Amani avait abandonnée. Elle devenait une reine en reconstruction. Un jour, alors qu'elle écrivait dans son jardin, Grégory s'assit près d'elle, un sourire tranquille sur le visage. « Tu sais, je ne suis pas un simple philanthrope, dit-il. »« Je m'en doutais un peu, » répondit-elle en riant doucement. « J'ai aussi connu l'abandon. Ma femme est partie avec mon frère, il y a 5 ans. Ils ont vidé mes comptes, et je suis tombée très bas. J'ai même pensé au pire, mais une femme m'a sauvée. »« Qui ?» ?»« Une vieille dame aveugle que j'avais aidée un jour. Elle m'a dit, « Grégory, tant que tu respires, tu es dangereux pour tes ennemis. » Cette phrase m'a réveillée. Nalia le regarda longuement, émue. « Et moi? Est-ce que je suis dangereuse pour mes ennemis? » « Non, » répondit Grégory en s'approchant. « Tu es plus que ça. Tu es inarrêtable. » Le livre de Nalia s'intitulait « Sous la peau de la douleur ». Un récit autobiographique puissant, où elle racontait sans filtre son accident, sa chute, sa trahison et surtout, sa résurrection.